vraiment plaisir de te recevoir ici. Moi, ça me fait plaisir parce que je me rappelle très bien que tu m'as donné ma chance il y a déjà, ça remonte, je crois, 2017 ou 2016. Ah ouais, déjà. On s'est rencontrés, ça passe super vite, ouais. Ah ouais. On s'était rencontrés, tu cherchais quelqu'un qui devait combattre à la dernière minute en Grèce chez ton pote Pavlos. Ah ouais, Tu te MTGP rappelles, Grèce. ouais, exactement, ouais. Et du coup, voilà, tu cherchais un mec qui devait boxer à la dernière minute, c'était J-4, J-5, je crois. Et du coup, par l'intermédiaire de mon coach, j'y étais. C'est un très beau plateau, super truc MTGP aussi labellisé. Et voilà comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi je te connaissais déjà aussi un petit peu par rapport à tout ce qu'il y avait avec Carteron, Paris Fight, tu vois, etc. Mais on n'avait jamais discuté, Ouais, on s'est jamais rencontrés. Moi je te connaissais de figure par rapport à ce que tu faisais, on te voyait souvent derrière et tout, on savait que tu gérais toutes ces choses là. Et un petit peu avant aussi avec le week-end, on voyait tu faisais des apparitions et tout. Et là aujourd'hui, on te reçoit en tant que grand chef du MTGP. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter genre en rapide pour ceux qui ne te connaissent pas? En rapide, je suis aujourd'hui promoteur de MTGP. Et ce que j'aime bien expliquer, c'est que je suis vraiment promoteur, pas organisateur ponctuel ou occasionnel. C'est vraiment mon métier, c'est-à-dire je me lève le matin, on place des galas, des matchmaking et tout. Et voilà, c'est vraiment mon métier, quoi. Donc voilà. Eric Konako, promoteur. Exact, c'est ce que j'allais dire, on commence par la base. Eric Konako, tu as été aussi un ancien boxeur. Ouais. Donc tu connais très bien le milieu. Tu sais comment aussi adapter tes événements parce que ça fait un très longtemps que ça dure là, le MTGP, et que ça se suit, et c'est très rare les organisations qui perdurent dans le temps avec des événements réguliers. Donc en fait, comment ça t'est venu toi l'idée de monter cette espèce de ligue? Parce qu'on peut appeler ça une ligue en plus, quasiment. Carrément, moi c'est pas moi qui l'ai monté. En fait, quand je me suis expatrié, donc j'ai fait la rencontre de mes partenaires d'aujourd'hui. Eux avaient déjà créé le MTGP. D'accord. Et ils l'avaient déjà créé, sauf qu'ils étaient très local. Donc ils organisaient que à Londres en vérité. Ouais. Donc on s'est donné de la force, on s'est fait des meetings quasiment au quotidien. Et l'idée est venue de se développer, c'est-à-dire que lui était déjà en place sur Londres, mais pas sur toute l'Angleterre. Moi j'avais déjà eu l'expérience avec Wicked One Tournament sur la France. Donc plutôt que de se dire vas-y je laisse tomber la France vu que je suis expatrié, on s'est dit moi je connais le milieu français, l'écosystème français, lui il connaît l'écosystème anglais, pourquoi ne pas faire grandir le MTGP? Donc moi aujourd'hui représentant francophone du MTGP, lui représentant anglophone du MTGP, voilà comment on s'est dit allez on va envoyer à gauche à droite. Donc on a fait des partenariats avec différents associés dans d'autres pays, comme la Grèce, comme la Bulgarie, l'Australie, Espagne, Vietnam. Et donc aujourd'hui on est présent dans tous ces pays. Donc MTGP aujourd'hui est présent dans tous ces pays. Et donc depuis que l'aventure elle a commencé à organiser le premier événement MTGP France, c'était en 2016 je crois. 2016 c'était sur les Champs-Élysées, le premier événement. Et depuis on a organisé un peu dans les quatre coins de France. Ouais, j'ai vu que ça avait bougé partout, même dans les Alpes et tout, vous aviez été dans pas mal d'endroits. Ouais, bien sûr. Et c'est surtout que quand on parle de territoire francophone, on a pu aussi organiser à l'île de la Réunion. Ouais. Et là on va organiser aussi par le biais aussi de nouveaux partenaires à la Martinique et aux Caraïbes. En fait. Ah oui, d'accord, ok. Aux Caraïbes. Donc après l'Australie, Caraïbes, en fait ça va. À partir du moment où vous êtes déjà exporté, le but c'est vraiment de conquérir le monde, ou c'est vous qui choisissez là où ça vous intéresse? Non, c'est pas. Le but c'est pas vraiment de conquérir le monde. Le but c'est surtout il y a des combattants dans le monde entier. Ouais. Nous on a notre manière de faire, on a notre manière de voir les choses. Et là où on peut s'entendre avec différents partenaires, on le fait. Et pour l'instant ça marche très bien. Donc l'Australie c'est proche de la Thaïlande. Donc eux ils sont très box thai, très muay thai. La Grèce et le Danemark, j'ai oublié tout à l'heure, on a un nouveau partenaire au Danemark. Donc le partenaire du Danemark il est un petit peu proche de moi dans les formats. Et puis voilà, après l'Angleterre, après on s'adapte aussi avec les lois fédérales de chaque pays. Oui. Donc aujourd'hui par exemple on va faire un format particulier
parce que la loi française nous le permet. En Angleterre, ils font un autre format aussi parce que là-bas, ils peuvent se le permettre aussi. Et donc, on essaie de s'adapter, mais tout en gardant notre touche, notre savoir-faire. Après, nous, on est une organisation, je ne dis pas qu'on a des limites, mais si on peut former des combattants, qui peuvent être champions chez nous, on sait tout de suite que le fait qu'ils soient champions chez nous, eh ben, ça va leur apporter pour la suite. Donc, j'ai des exemples, par exemple, du côté francophone, comme Elias Mahmoudi, Nicolas Alexis, 2-3 autres encore. Mais par exemple en Angleterre c'est pareil, il y a eu plein de combattants qui sont dans d'autres organisations. Ils sont en One et tout, on peut les citer, nous il n'y a pas de. On a vu que c'était vraiment un tremplin. C'est pour ça en fait que ça m'a amené à poser la question, en fait c'est quoi vraiment l'essence même du MTGP en fait? Quel est le but? Est-ce que c'est la promotion de nouveaux talents, la détection de nouveaux talents dans les pays qu'on a cités là précédemment, et en fait ensuite les faire s'envoler, parce qu'on sait que maintenant ça représente quand même un titre majeur. La ceinture du MTGP, c'est pas comme si c'était une petite ceinture d'un événement, on sait que derrière ça donne l'accès, de par la crédibilité de l'événement, à d'autres organisations plus prestigieuses, dont les noms qu'on vient de citer, qui ont atterri tous là-bas. Donc en fait l'essence même du projet, est-ce que c'est ça? C'est se dire on détecte et on... Non, l'essence c'est pas forcément on détecte. L'essence du projet, c'est faire combattre des bons combattants. En vérité, on ne peut pas faire sans les combattants ne peuvent pas faire sans nous. Donc, nous, notre but, on a nos combattants font monter l'événement, au même titre que les événements font monter les combattants. À partir du moment où, entre guillemets, ils ont atteint le niveau ultime, c'est-à-dire 2 fois champion, 2-3 fois champion MTGP, en gros, on ne peut plus rien leur apporter de plus. Voilà, en gros, c'est laisser passer, c'est-à-dire passer à autre chose. Et nous, il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc, c'est surtout ça. Ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à tous les partenaires dans tous les pays, on a à peu près plus de 250 combattants signés. On a notre propre ranking. On ne communique pas beaucoup dessus, mais on a notre propre ranking. Quand on sait que le champion 70 kg aujourd'hui, c'est lui, si on veut faire une ceinture 70 kg, il ne faut pas être le champion. Exactement, c'est tout. Après, on n'est pas comme les ceintures WBC ou ISCA ou des choses comme ça. Nous, c'est vraiment différent. C'est vraiment prendre le parallèle, je sais pas, avec l'UFC. Par exemple, tu as une ceinture UFC. Parce que tu fais partie de l'UFC, tu fais partie du ranking et tu as monté les échelons. C'est ça. MTGP, c'est pareil. Donc, en fait, c'était ça, vraiment là, tu as répondu indirectement à ma question, mais c'était ça quand je disais l'essence, le principe. C'est qu'en gros, vous avez plusieurs catégories, des rankings avec des combattants qui sont constitués déjà, et en fait, vous les faites s'affronter plus ou moins entre eux au fil des événements pour arriver au titre suprême et ensuite défendre la ceinture à gauche à droite, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des gros noms qui ont foulé le sol du MTGP. Là, on parlait des 70 kg, on a eu Thibaut, je crois, Valentin, qui a boxé. Bon, il s'est blessé malheureusement, mais il avait boxé, Omar Samb, il me semble aussi, qui est aussi un grand nom en mouet chez les 70 kg. Donc il y en a eu pas mal. Là, il y a aussi, comment il s'appelle, un jeune là qui est en Thaïlande, qui a boxé, un anglais de chez vous, là, en français, c'est Kojo Arthur Brossier aussi, qui a fait ses armes chez vous, donc qui est un très très bon aussi Nakmo dans les 70 kg. Donc on voit qu'il y a du monde. Il y a du monde qui est passé. Bon, on a parlé d'Ilias Mahmoudi, maintenant on n'a plus besoin d'expliquer où est-ce qu'il est, ce qu'il fait. Alexis, pareil, même chemin, même école. Donc ça m'amène aussi à te demander, est-ce que toi, dans le choix des combattants, nous aussi on est là pour parler franc et tout, voilà. Est-ce que tu as des teams que tu cibles parce que tu sais qu'elles sont plus ou moins sérieuses, et d'autres que tu dis bon là-bas c'est un peu... Parce qu'on sait que c'est important de travailler avec des bonnes teams pour l'équilibre d'un événement. Bien sûr. Après là tu parles de deux choses, tu parles de l'équilibre de l'événement et tu parles aussi des combattants. Pour moi il y a des teams qui brillent à un certain moment. Après au bout d'un moment peut-être le combattant qui faisait briller la team, soit il est blessé, soit il est fin de carrière et ils n'ont pas de renouveau. Donc forcément on cherche ailleurs, tu vois. On n'est pas bridé sur les teams. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on va chercher même dans les teams que personne connaît en vérité. Parce que avant que ces teams-là soient connus, c'était inconnu. Donc forcément, si on ne va pas aller chercher ce qui se passe chez eux, si on ne va pas extirper les petits jeunes que personne calcule pour les mettre en lumière, on ne le saura jamais. Et c'est le rôle du promoteur.
C'est trop facile d'aller prendre, ah ben tiens, lui on sait qu'il est fort, on va le mettre, ah ben tiens, lui on sait qu'il a déjà fait ça, on va le mettre. C'est trop facile en vrai, tu vois. Mais nous on va aller chercher dans les clubs les plus obscurs d'Île-de-France ou même de France. On se dit, ah ben tiens, là-bas il y a tel mec, peut-être qu'en faisant 3-4 combats il va arriver à ce niveau-là, et après tac tac tac, on va arriver à ce niveau-là. En fait c'est toute une équation et c'est ça je pense le rôle du promoteur, tu vois. Nous on n'hésite pas à mettre en lumière le mec qui vient du Lot-et-Garonne. Non mais ça c'est clair, on et a qui vu, n'a jamais eu de Nakmoué chez lui ou de kickboxer, tu vois. Et vice versa, on peut prendre un club, il y a des clubs hyper connus, mais ça se trouve pendant 2-3 ans ils ont personne, tu vois, parce que faut faire passer le relais. Mais aujourd'hui on assiste à un nouveau cycle. Nos champions d'hier une nouvelle ère, sont devenus nos anciens d'aujourd'hui. Pour te donner des exemples simples, Sami Sana, qui est, on va dire, l'un des plus grands champions, et aujourd'hui il fait partie de l'ancienne génération. Et il y a des nouveaux qui sont là, qui ont 20 ans, 20, 21, 22, qui peuvent aller peut-être plus loin que lui, je leur souhaite en tout cas, mais qui ont la dalle. Et petite parenthèse, Sami Sana était champion Wicked One Tournament. Ouais, bien sûr, je me rappelle. Il a gagné contre Youssef Sid en plus, qui a disparu en fait, on ne savait plus trop, qui était très bon. Mais c'était vraiment un très très beau concept. En plus, ce week-end, t'en parles, c'était incroyable. À cette époque, c'était un peu révolutionnaire. Ce système de tournoi où les mecs s'affrontent, enfin, c'était presque du jamais vu. Et ça a marché super bien. C'est pas quelque chose que tu as envie de renouveler plus ou moins dans la formule avec le MTGP, ça t'intéresserait pas de refaire la même chose, parce que c'est pas intéressant forcément de refaire la même chose, mais repartir sur un même schéma, parce que ça avait motivé beaucoup de foule, ça avait rassemblé du monde. Bah après il y a eu d'autres tournois qui se sont créés, donc nous on est simplement passé à autre chose. Voilà, parce que c'est pas parce que ça a marché, on a commencé ça en 2014 il me semble, donc ça fait 10 ans. Donc c'est pas parce que ça a marché il y a 10 ans que ça remarcherait aujourd'hui. Et il y a 10 ans, on n'avait pas encore les mêmes manières de communiquer. Oui, c'est vrai. Tu vois, tout l'écosystème était encore différent. Aujourd'hui, je pense que si on doit refaire un concept de tournoi, ce sera très différent. Le risque de le refaire et puis qu'au final ça marche pas et qu'on soit déçu. En fait, on s'était arrêté, mais c'était pas par choix. D'ailleurs, Cédric Doumbé avait participé au dernier Wicked One Tournament. Je me rappelle. Et on s'était arrêté parce que j'étais avec des associés. En fait, on était passé à autre chose. Chacun a pris sa route, chacun avait des visions différentes aussi peut-être du sport et du business, donc c'est totalement compréhensible. Là, moi, je voulais revenir sur un dernier point. Tu as réussi à faire venir la superstar du K1. Moi, je suis regardé sur tout, je suis tout. Et j'ai vu que tu as réussi à faire venir Takeru en France. Alors, je pensais même pas qu'un jour il boxerait en France, ce gars-là, ou même qui regardait le niveau en France. Alors, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que voilà, nous, on n'est pas vraiment là pour savoir. Mais en gros, comment tu as réussi à avoir cette superstar vraiment japonaise ici, là, en France, à Paris? C'est grâce à la notoriété de MTGP. On est connu jusqu'au Japon, on a failli organiser une fois là-bas. Et voilà, c'est juste les mecs qui nous connaissent. Et puis, on était crédible pour le faire. À la base, ça devait être contre Elias. D'accord. Elias Moudi, après il s'est blessé. Et il fallait le remplacer. Et puis, moi j'aurais voulu que ce soit un autre adversaire, un Français. On n'a pas pu s'entendre sur ça. Donc, du coup, il a boxé en anglais. L'anglais qui était au Glory. En plus, qui était pas mal aussi. Et comment il est en fait, Takeru? Parce que nous, tu sais, on voit à travers les réseaux, c'est vraiment une superstar dans son pays. Au niveau du K1, on sait que il est dans le top 5 vraiment des meilleurs combattants, toutes catégories confondues. Est-ce que l'accessibilité à ce combattant, elle est faite de manière plus simplement, ou c'est quelqu'un très simple. Très simple. Après, les Japonais, ils ont une mentalité très spéciale. Voilà, ils sont très loyaux. Si je te dis 1, c'est 1. Même 1 an, 2 ans après, si je te dis 1, c'est 1. C'est comme ça. Donc eux, à partir du moment où ils ont donné leur accord, il a dit voilà, moi, oui, je veux combattre en France. Ok, peu importe ce qui se passe, peu importe les conditions, mais ils ont tout fait, ils se sont mouillés pour venir en France. Puis voilà.
C'est fou, hein, parce que là on en parle comme ça, enfin même toi je trouve dans ton humilité et tout, enfin tu le mets simplement, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce que on sait que déjà les Japonais c'est très dur de les faire venir en Europe, sachant que bon ils sont un peu regardants sur le niveau, ils préfèrent faire venir eux, les Européens chez eux, pour les combattre, c'est très dur de les exporter, la plupart sont des superstars, donc on sait que c'est un certain chiffre aussi, donc ça montre aussi que le MTGP a l'air insolide pour s'offrir ce genre de combattants, mais ce que je voulais vraiment rebondir dessus, c'est est-ce que il va revenir, ou ça a donné l'accès à d'autres Japonais de se dire ah bah tiens c'est intéressant là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire, même pour toi tu me disais regarde bien sûr. Après les Japonais ils nous ont proposé plusieurs fois de faire monter des combattants français, mais à chaque fois soit le timing n'était pas bon, soit le poids n'était pas bon, des combattants MTGP, hein. Voilà. Et ce qui s'est passé c'est que je ne veux pas tirer la couverture vers le MTGP, mais suite à son combat qu'il a fait en France, on lui a donné de la lumière, peut-être il en avait déjà de toute façon c'est sûr, mais tout de suite après il a signé au One. Et quand je te dis tout de suite après, c'est en descendant du ring, quelques minutes, signes, puis voilà, maintenant évidemment avec le One on a aussi nos rapports particuliers. À quand un One MTGP peut-être c'est déjà même dans les loi papiers française l'autorise pas, ne peut pas nous permettre de faire des combats de Muay Thai dans une cage, par exemple. Donc ciao. Mais on a vu qu'ils faisaient ça même sur des rings à un certain moment. Bon maintenant ils font vraiment que la cage 100%, mais il n'y a même pas moyen d'essayer de switcher sur le ring, même ça serait pas possible tu penses? Trouver des dérogations, Non, c'est pas besoin de dérogation. Aujourd'hui, donc l'événement qu'on fait aujourd'hui, on va présenter 3 disciplines. D'accord. Donc Muay Thai, kickboxing et pancrace avec des frappes au sol, qui est ni plus ni moins du MMA. Donc on va faire ça aujourd'hui sur le ring. Et puis voilà, en tout cas c'est bien perçu par les gens. Et d'ailleurs, je pense qu'ils demandent que ça en fait. Ils sont friands de ça. Ils demandent que ça. Je pense que le One a apporté en fait un petit peu cette nouveauté qui est un peu mix avec du MMA. Où on a les petits gants, les frappes, il y a plus d'impact, plus de dégâts, ça intéresse plus les gens ce côté un peu, ça bagarre et tout. Et ils sont trop peu à tenter le coup, donc le fait que toi t'amènes ça ici, peut-être que ça va aussi déclencher. Non mais en vrai c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une envie en vérité. Une envie. Après ce que je voulais te dire, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que mettre des gants de MMA, c'est pas un autre sport. En vérité, le Muay Thai, en Thaïlande, ils ont une organisation qui s'appelle le Kartchwek. Ils le font avec les cordes. Et en fait, la version revisitée du Kartchwek, qui est l'ancêtre du Muay Thai, ils mettent des gants de MMA. Après, pour ne pas donner d'autres noms d'organisations thaïlandaises, il y a plein de combats qui se font avec les mitaines, pour le coup. Et ça reste du pur Muay Thai. Donc, mettre des mitaines en faisant du pur Muay Thai, mettre des mitaines en faisant du Muay Thai, c'est tout simplement du pur Muay Thai en vérité. Donc c'est pour ça que voilà, les mecs du One ou en Thaïlande, ils n'ont eu aucun mal à le faire et à faire cette transition-là. Donc ici en France, c'est différent. La loi dit que non, si c'est mitaine, c'est un autre sport. Si c'est gants, c'est un autre sport. Si c'est cage, c'est une autre discipline. Les impacts, les blessures, c'est vrai qu'il y a pas mal dans leur cahier des charges, il y a pas mal de choses qui s'accumulent et qui empêchent en fait les choses de se développer dans la logique qu'elles se font actuellement, parce que le public est friand de nous-mêmes, en tant que combattants, promoteurs, organisateurs, on veut voir ce truc évoluer, ça fait partie du cycle, comme on parlait tout à l'heure. On a les gants maintenant, on a les mitaines, il y a des trucs à main nue qui se font, c'est pas spécialement intéressant non plus, mais c'est ce qui prend l'essence même en ce moment du sport. Tout le monde regarde le One, les audiences elles sont folles, c'est plus parce que y a les meilleurs combattants avec ce type de petits gants et tout. Il y a des chaos. Voilà, c'est ça, les gens veulent voir de l'affrontement. Donc écoute, on espère vraiment que ça va fonctionner. Et aussi une chose aussi que moi je voulais discuter avec toi, c'est maintenant que tu es expatrié en Angleterre, tout ça, quel regard tu as sur la boxe en France actuellement? On parle bien du pied-point, Muay Thai, kickboxing, vu que toi tu organises dans les deux disciplines. Comment tu vois les choses évoluer? Dans 3, vu que maintenant il y a le pancrace MMA. Comment tu vois ça de l'extérieur? De l'extérieur, c'est juste que... Par rapport à ce qui se fait en Angleterre, parce que là-bas, c'est full rules, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cela. Quand tu reviens, t'as pas quand même cette petite amertume de te dire « Ah, c'est vrai en France, bon, et ça, c'est limité ».
Non, c'est juste que les traditions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Angleterre du foot, mais l'Angleterre, ils ont une tradition, c'est les sports de combat. Il y a autant de pratiquants de sports de combat que de footballeurs en Angleterre. Donc ça paraît bizarre comme ça, mais c'est la vérité. Alors qu'ici, en France, les sports de combat, ils sont encore un peu, ils sont encore un peu réticents quand on parle de mixed martial art. Les gens tout de suite ils pensent à free fight. Oui, free fight, c'est bizarre. Tu vois. Alors qu'en Angleterre, absolument pas. En fait, c'est juste une question de mentalité. Par exemple, il peut y avoir là-bas le vendredi dans la même salle. Donc, quand je te parle de même salle, c'est par exemple une salle qui peut contenir jusqu'à 20 000 personnes. D'accord. Le vendredi, ils font de la boxe anglaise, c'est blindé, c'est sold out. Le lendemain, on va faire un Muay Thai Grand Prix, pareil, c'est blindé, sold out. Et le dimanche, dans la même salle, toujours blindé, sold out, il va y avoir une organisation de MMA. Dans la même ville, dans la même salle, 3 jours de suite. Donc en gros, ils font un week-end entre 60 et 80 000 personnes. Ok, d'accord. Ouais. Après, c'est comme tu as dit, c'est culturel, je pense. Bien sûr. C'est, le rapport au sport est pas le même. Donc du coup, c'est vrai que nous, on dit souvent la France est en retard. On entend souvent ça et tout, mais est-ce qu'elle est vraiment en retard ou est-ce qu'elle veut pas vraiment évoluer au niveau de sa culture sportive sur les sports de contact? Déjà, la France, elle n'a pas une culture sportive. Parce que c'est très associatif. Donc, les mecs, ils galèrent, ils rament. Quand tu dois dépendre d'un créneau donné par le service des sports de la ville, tout de suite, tu sais que ta carrière va être limitée, en vérité. Toi qui as combattu au plus haut niveau, tu sais que pour arriver à un certain niveau, il faut peut-être commencer à t'entraîner 2 voire 3 fois par jour. Mais si le créneau de ta ville, si le directeur des sports te dit non, tu vas t'entraîner que 3 fois par semaine, le lundi à 19h, le mercredi à 18h30, ça y est, au final tu te dis vas-y, laisse tomber, je vais rien faire en vérité. Et déjà rien que là au niveau structurel, l'Angleterre c'est différent. L'Angleterre et d'autres pays d'ailleurs, ils ne fonctionnent absolument pas comme ça. Et tu penses que c'est aussi ce qui met un frein peut-être à certains boxeurs de pousser en fait dans leur carrière parce qu'ils aimeraient accéder vraiment au haut niveau. Mais du coup, comme on a aussi cette notion de travail, on travaille à côté parce qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'on vive du sport. Du coup, il faut cumuler, comme tu dis, c'est 2 ou 3 entraînements à ces horaires, des fois qui ne correspondent pas avec le boulot. Donc du coup, tous ces mecs qui sont forts, au bout d'un moment, ça plafonne. Et peut-être qu'ils se disent, en vrai, c'est mort pour moi. Il y a un plafond de verre, dans le sens où, étant donné que c'est pas culturel, c'est pas un pays de sport, rien n'est adapté pour que le sportif puisse exceller. Dans d'autres pays, pour ne pas parler que de l'Angleterre, on va donner des moyens, par exemple, à ceux qui auront des médailles, soit olympiques, ou soit ils sont champions de leur pays. On va leur donner des moyens, peut-être pas des moyens énormes, mais on va leur aménager des créneaux horaires pour qu'ils puissent s'entraîner le matin et s'entraîner le soir. Déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. Ça t'amène déjà dans un autre niveau. Ensuite, dans d'autres pays encore, ceux qui ont des médailles, ils ont un petit salaire, une petite compensation mensuelle. Par exemple, vas-y, je dis une bêtise, tu as été champion olympique ou champion IFMA, pendant 2 ans, tu vas avoir 150 € par mois. Tu vois. C'est des choses qui peuvent aider un jeune qui a 16 ans. Même mentalement et tout, parce qu'on fait une reconnaissance. Tu te sens soutenu quand tu as accès à des équipements sportifs gratuitement, gratuitement en façon de parler, et qu'il y a une équipe autour. Il y a un préparateur physique, un préparateur mental, des diététiciens. Quand tu as accès déjà à tout cet écosystème-là, tu sais que tu peux aller plus loin. Sauf que quand on est dans le modèle associatif, forcément, tu n'as pas accès à tout ça si toi-même, tu ne vas pas chercher tout ça. Et pour aller chercher tout ça, il faut le savoir. Mais si personne ne te dit que voilà comment ça fonctionne de l'autre côté du rideau, en fait, tu es déjà mort avant. Non, mais je suis totalement d'accord. Est-ce que toi, tu penses que la boxe française a encore ces jeunes talents malgré ça? Toi, tu les vois de loin, vu que tu les pioches un petit peu pour ton organe. Non, la France, elle est connue pour ça. Il y a grave des talents. Dans tous les quartiers, dans tous les coins de France, même dans les coins les plus obscurs. C'est clair. Il y a grave des talents. Après, c'est à nous de les mettre en lumière. Tu sais, il y a un proverbe qui dit
si tu apprends à un singe, enfin, si tu penses qu'un singe est capable de nager aussi bien qu'un poisson, c'est bon, tu vas lui montrer, mais tu sais déjà qu'il ne va jamais nager aussi bien qu'un poisson. Et vice versa. Si tu penses que le poisson peut grimper à l'arbre comme un singe, c'est ce que je veux dire. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en vérité, tu vois. Il y a des choses qui sont évidentes pour nous, parce que nous on est dans le domaine sportif, mais on sait tout de suite par rapport au système, comment il est fait, que c'est pipé d'avance. Donc ces mecs-là, ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Ce que je veux dire par l'histoire du poisson, c'est que on sait déjà que le système français il est biaisé. Il n'aura pas d'argent même s'il est champion de France. Il n'aura pas de structure même s'il est champion de France. Donc s'il n'a pas d'argent, il n'a pas de structure, et qu'en plus les médias ne s'intéressent pas à lui, il est mort déjà depuis le début. Donc même si c'est le meilleur des poissons, le meilleur des nageurs, si tu lui dis bon bah va falloir que tu grimpes comme un singe, Non, mais c'est bien résumé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour. Enfin, entre guillemets, on n'a pas la science infuse ni même la solution, mais est-ce que toi tu penses qu'il y aurait quelque chose vraiment à taper du poing sur la table auprès de. Non, mais je pense que de toute façon on peut rien faire. Mais il y a quand même des combattants français qui s'en sortent bien dans d'autres disciplines. C'est pas forcément des boxeurs, c'est des combattants MMA par exemple, ou même kickboxeurs ou autres. C'est juste qu'ils suivent un modèle économique étranger. Ils vont chercher même leurs sponsors, leurs partenaires, et ils essayent de s'entraîner et de rentrer dans les plus grosses organisations extérieures. Et après tu les comptes sur les doigts d'une main, tous les combattants qui arrivent à bien vivre du sport en vérité. Est-ce que tu penses que le sport, enfin en tout cas le kickboxing et le Muay Thai vivent leurs dernières heures entre guillemets s'éteint un peu en France par rapport au MMA? Ouais, c'est juste une question de positionnement et de mise en lumière. Peut-être qu'aujourd'hui le MMA prend beaucoup plus la lumière que le Muay Thai, mais au grand jamais le Muay Thai est mort. On remplit encore des salles, le Muay Thai est rempli. C'est juste que les mentalités changent, les mentalités évoluent. Et puis tu sais, en tant que combattant, quand tu as commencé à combattre, tu combattais pas forcément pour l'argent, et aujourd'hui tous les combattants ne sont pas comme ça en fait. Mais tu commences parce que tu as envie de t'exprimer. Tu as envie d'extérioriser quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il y en a qui font des sports de combat, il y en a qui chantent, il y en a qui font de la danse, il y en a qui font même d'autres sports en vérité. Et voilà, il faut le prendre comme un sport, comme un autre. Moi pareil, hein, je me souviens même pas avoir déjà touché 1500 €. Je crois même, si je crois même j'ai touché un jour 1500 €, c'était ma plus grosse prime. Ouais, bah ouais. Mais la différence de tout ça, c'est que quand j'ai commencé à organiser, quand j'ai commencé à avoir l'idée d'organiser des combats, ben, c'est né avec une frustration. C'est-à-dire que j'allais combattre à gauche, à droite, dans des pays différents grâce à Danny Bill, qui m'a fait voyager partout. Mais quand on revenait en France, je me disais, ouais, ce serait bien que tu fasses quand même quelques combats en France et tout, pour se retrouver dans des gymnases. Ouais. Je me suis dit, mais quand même, là, 4 pèlerins, il n'y a même pas une lumière. Ah, c'est compliqué. Alors que, enfin, sans parler de moi, mais je voyais par exemple à l'époque, Damien Lamos, il avait 16 ans, il était encore en junior, moi j'étais déjà senior, je faisais des trucs, et je me disais, mais lui il est trop fort. Comment ça se fait? Là il combat, il fait froid dans la salle, on est 4 pèlerins, non, ça c'est un mec, lui il faut qu'il combatte sous les projecteurs en vrai, tu vois. Bon, après il a pris notre trajectoire, il est parti en Thaïlande, c'est ce qu'il a à faire. Mais c'est pour donner l'exemple que c'est un mec comme ça, tu dis, frère, c'est pas possible de le faire combattre c'est clair, à Japi. Non, même pas à Japi, c'était Pouché à l'époque. Ouais, Pouché. C'est fou. Tu vois, c'était compliqué. Alors que moi, quand j'ai commencé les sports de combat, j'ai commencé grâce à Danny Bill. Quand on voyait ses vidéos, quand on voyait ses combats, c'était devant des 20, 30, 40 000 personnes. Et tout ça, même nous qui avons commencé, ouais, c'était impressionnant. Tu penses que les réseaux, c'est une bonne chose aussi pour le sport? Franchement, je pense qu'il faut savoir évoluer avec son temps. Aujourd'hui, si on voit des jeunes de 18 ans qui passent leur journée sur Snap en train de montrer leur char de boxing, moi personnellement, je ne veux pas juger parce que je me dis, si ça se trouve nous à l'époque, ça se trouve
t'as des snaps, Ouais. ça tu l'aurais fait aussi. Tu vois. Exactement, c'est clair. C'est juste une manière différente de voir les choses. Donc ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien pour lui-même. Mais je pense que voilà, faut évoluer avec son temps, en vérité. Je pense que pas seulement dans les sports de combat, mais dans tous les sports, quand il y a un jeune qui émerge, en tout cas quand on repère quelque chose d'exceptionnel, c'est un jeune, il est important de l'encadrer. Si un jeune n'est pas cadré et encadré, eh ben, il va certainement louper quelque chose. On a vu plein des combattants, des super bons combattants où on se disait bah lui ça va être un super grand champion. Mais il a manqué un truc dans une certaine période précise, et ben ça a niqué les carrières. Et je pense que c'est simplement le fait d'être cadré et l'encadrement. Et ça c'est l'entourage en fait. Donc, je pense que c'est juste ça. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part la santé, le bonheur au niveau sportif, événementiel? Il faut souhaiter qu'il y ait beaucoup de champions dans l'événement, qu'on fasse découvrir beaucoup de champions et c'est ça mon but en vrai. Et puis voilà, c'est tout. Bah écoute Eric, merci beaucoup en tout cas pour ce temps accordé. Merci énormément. Moi je te souhaite vraiment la prospérité, tout ça dans tout ce que tu entreprends. Bah, moi j'ai participé donc je sais vraiment de quoi on parle. Je vois que ça a encore plus évolué, ça met encore en valeur plus de combattants. Je vais te revoir bientôt, prendre de tes nouvelles. En tout cas, on continuera à suivre ce que tu fais. Et peut-être un autre entretien plus tard, s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, que tu gardes sous le chapeau. On peut pas tout dire on peut pas tout dire, c'est normal, mais on a senti que voilà, tu prépares des choses et tu as bien raison. Tu as bien raison de le garder pour toi et d'en parler que quand ça sera finalisé. En tout cas, merci pour tout et puis bon courage.